Bonjour à toutes et à tous. Vos réponses sont intéressantes parce qu'on retrouve quand même quelques petites notions qu'on va évoquer ensemble. Voilà, on va passer au slide suivant. Donc, je ne vais pas me représenter comme Romain l'a admirablement bien fait. Néanmoins, maintenant qu'on se connaît, hein, je vais vous faire une petite confidence. C'est que en plus de ma vie diurne et de ma vie plutôt nocturne avec DataBZH, j'ai une autre passion. Alors, le micro semble ne pas fonctionner. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3. C'est parfait. Voilà, donc en plus d'être un passionné de la donnée et de l'exprimer notamment sur DataBZH, j'ai une autre marotte, une autre passion qui tourne autour des médias, justement, de tout ce qui est presse, investigation et journalisme. Et quand l'affaire des Panama Papers a été révélée en avril 2016, moi aussi, il y a quelque chose qui a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mince, mais il y a des données qui se cachent derrière tout ça. Il y a eu de l'investigation journalistique, bien évidemment, mais très probablement que des technologies et des processus liés au big data ont été utilisés. Et donc, j'ai commencé à effectuer des recherches, à essayer de chercher de l'information, justement, pour voir si mon intuition s'avérait correcte. Ce qui donne cette présentation. Donc, ce qu'on va faire très brièvement pour commencer, c'est on va rappeler l'affaire afin que tout le monde soit au même niveau d'information. On va ensuite détailler ce qui est à l'origine de cette affaire, en tout cas de l'enquête journalistique qu'il y a pu y avoir derrière, à savoir les données. Et puis ces données, comment elles ont été traitées justement, comment elles ont été ingérées pour pouvoir être mises à disposition auprès des journalistes pour qu'eux puissent mener à bien leurs investigations et produire tous les articles qu'on a pu voir par la suite et toutes les enquêtes. Et puis très brièvement, on terminera par voir comment les journalistes se sont organisés justement entre eux, ont collaboré pour mener à bien cette enquête. Donc commençons par l'affaire. Les Panama Papers en fait sont liés à un cabinet de juristes qui s'appelle Mossack Fonseca, du nom de ces deux créateurs. Donc cabinet de juristes basé au Panama, extrêmement bien implanté dans le monde, parce qu'il y a à peu près une quarantaine d'agences disséminées un peu partout, et connu pour être spécialisé justement dans le conseil aux sociétés, et surtout pour les aider à créer des sociétés offshore. Alors en français, ce sont des sociétés extraterritoriales, dont on entend très souvent parler justement lorsqu'il y a des affaires d'évasion fiscale ou de criminalité. Un petit point quand même par rapport à cette notion de société offshore, en soi, ce n'est pas illégal, parce que souvent les entreprises peuvent faire appel à ce type de société pour pouvoir générer du business avec des sociétés étrangères. Néanmoins, en tout cas, s'agissant de la France, ces sociétés-là doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration fiscale, afin qu'on puisse éviter de se soustraire à l'impôt, ce qui est malheureusement souvent l'usage qui est fait pour ces sociétés. Je n'évoque même pas la partie plus activité criminelle, puisque ces sociétés peuvent aussi être utilisées pour le blanchiment d'argent. Alors tout commence début 2015. Ce qu'on appelle maintenant un lanceur d'alerte commence à faire fuiter des données, toutes des données concernant tous les comptes offshore. Ça représente plus de 2000 comptes offshore. Donc voilà, ça en fait quand même pas mal. Derrière, ce qui se cache, ce sont des contrats entre des personnes et des sociétés, et il y a une couverture mondiale aussi qui est assez conséquente, parce que ça représente plus de 200 pays. Voilà, et ces données ont fuité, ont été envoyées vers un quotidien allemand. Alors, je ne vais pas me ridiculiser devant vous en essayant de le prononcer, parce que je n'ai pas pris option allemand lorsque j'étais à l'école. On pourrait le traduire par le journal de l'Allemagne du Sud. Ça fait peut-être rire les germanophones. Et de suite, ce quotidien s'est rendu compte que, de par l'ampleur des données, il n'allait pas pouvoir adresser en fait cette quantité d'informations tout seul. Ils se sont donc retournés vers un consortium qui s'appelle l'ICIJ, qui est en fait un regroupement de médias internationaux et l'ICIJ en fait coordonne en fait toutes les grosses enquêtes autour de la donnée qui peuvent être menées avec l'aide de plusieurs médias. On est vraiment dans une logique un peu de crowdfunding, enfin de crowdsourcing plutôt là-dessus. J'y reviendrai un peu plus tard justement sur la quantité de médias qui ont été impliqués dans cette affaire.
Et la première publication est arrivée donc, le 3 avril 2016. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Et il faut savoir, enfin pour terminer là-dessus, que ça représente la plus importante fuite de données financières de l'histoire. Donc voilà quelques titres de presse. On voit qu'on retrouve aussi bien de l'hindou que de l'anglais, du français bien évidemment, du russe. Donc l'affaire a été traitée par plus de 100 organismes de presse. Ça représente alors plus ou moins 370 journalistes en fonction des sources. On a parfois un peu moins, parfois un peu plus. Et ces organes de presse sont répartis sur 80 pays, ce qui a permis, et puis on l'a vu par rapport au nuage de mots qui est ressorti tout à l'heure du petit sondage, voilà, de ressortir des affaires par rapport à des hommes politiques, à des industriels, à des sportifs de haut niveau aussi, donc plus souvent dans le monde du football. Voilà pour ça. Et pour terminer sur l'affaire, quelques petits éléments d'information complémentaires. Ce qui n'a pas manqué d'ailleurs d'être ressorti par certains pays où c'était une personne qui voulait critiquer en fait la véracité de ces affaires, c'est qu'il y a peu de sociétés américaines qui apparaissent dans les sociétés qui ont été mises en cause. Si on y regarde un peu plus près, c'est pas si étonnant que ça, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a un État qui s'appelle le Delaware, qui offre des conditions extrêmement intéressantes fiscalement pour les entreprises. Et à un tel point que 50% des entreprises américaines cotées en bourse sont référencées dans cet État. Bon, j'ai envie de dire, quand on a tout à la maison, pourquoi aller chercher ailleurs? Donc ça peut être un début d'explication. Un autre élément assez intéressant, c'est que Mossack Fonseca avait déjà été hacké à plusieurs reprises précédemment. 3 fois depuis 2013, sauf que les données n'avaient pas été remontées auprès d'un organe de presse. Elles étaient donc sur le dark web. Et puis en plus, c'était des informations qui étaient disséminées un peu partout, incomplètes, donc difficilement exploitables. Puis, je me suis permis de rajouter une petite hypothèse, c'est peut-être qu'aussi, même si on n'est qu'à quelques années, que les organes de presse n'avaient pas encore à leur disposition, même si ces technologies existaient, les moyens d'aller intégrer ces données pour pouvoir les traiter et les analyser par la suite. Et c'est justement ce qu'on va voir déjà en détaillant ce que représentent ces données justement qui ont fuité. Donc ça représente 40 années d'historique de Mossack Fonseca, donc quasiment toute leur vie. Ça commence en 1970, donc jusqu'à 2015, l'année à partir de laquelle les données ont fuité. En termes de taille, c'est 2,6 téraoctets de données. Certains pourront dire on est déjà dans du big data, d'autres dans du medium, dans du small, tout dépend où on se situe. Je me suis amusé à faire un petit calcul en me disant tiens, si on stockait ça sur un DVD qui arrive à stocker 4 gigas de données, les DVD sont sortis de leur boîte bien entendu, si on en faisait une pile, ça ferait une pile de 9,30 m, un poids de 10 kg, donc imaginez faire fuiter ces données avec un sac à dos. Je pense qu'il faudrait même d'ailleurs plusieurs sacs à dos. Voilà, et puis pour ceux qui sont plus fans de musique, ça représente à peu près 18 000 albums au format MP3. Voilà, je pense que cette infographie vous permettra beaucoup mieux de réaliser l'importance de ces données, notamment par rapport à d'autres affaires qui ont été traitées, entre autres, soit par Wikileaks, soit par l'ICIJ. On voit par exemple la plus importante, qui représentait 260 gigas de données, les Offshore Leaks. Ne représente qu'un volume très très faible par rapport à ce que représentent les Panama Papers. Et encore moins du coup pour les Luxembourg Leaks, Swiss Leaks, etc., etc. Si on rentre encore un peu plus dans le détail, maintenant qu'on a la volumétrie bien en tête, ces données en fait représentent plus de 11 millions de documents. Là, je parle vraiment de documents, parce que c'est vrai que généralement, lorsque l'on parle big data, on pense plutôt données chiffrées. Là, il s'agit essentiellement de contrats entre des personnes, donc ce sont des données plutôt à caractère textuel, qui sont en plus sur des formats extrêmement hétérogènes, pas forcément standards, on le voit avec les vieux formats Word, Excel ou Outlook, on a bien entendu du PDF. Parfois, ça peut aussi être des images. Alors pourquoi des images? Parce que souvent, on a des scans de contrats signés, et avec un contrat d'offshore, il faut toujours y associer son passeport, donc un scan du passeport. Le passeport, j'y reviendrai un peu plus tard, parce que vous allez voir qu'on peut faire des choses assez intéressantes avec ça. Voilà, donc des données non structurées, fortement hétérogènes.
Il y a eu en plus quelques données complémentaires issues de l'open data. On dit toujours qu'on a toujours intérêt à croiser ces données, ça permet de les enrichir. Là, en l'occurrence, alors c'est un peu gagasque quand on y pense, c'est que le registre du commerce luxembourgeois est en open data. Quand on sait que beaucoup de sociétés sont hébergées au Luxembourg. Donc voilà, vous avez le site en plus si vous voulez aller faire vos propres recherches. Et puis, s'agissant de la France, il y a des sites très connus qui s'appellent société.com et verif.com qui permettent aussi d'avoir accès à des informations financières et fiscales supplémentaires par rapport aux entreprises qui nous intéressent. Voilà, une autre infographie permettant de voir quelle est la proportion en fait, des données textuelles. Essentiellement des emails, c'est sans surprise. On imagine que les personnes qui créent des comptes offshore ne se déplacent pas nécessairement au Panama ou dans une des agences pour les créer. Donc il y a beaucoup d'interactions par email. Différents formats, bases de données, vu les formats qu'on a vus docx, et je ne serais pas surpris qu'on ait du dbase ou des choses comme ça, donc des choses assez anciennes aussi. Bien évidemment, pas mal de PDF, des images, on a déjà mentionné. Et puis bon, voilà, quelques broutilles avec du texte brut ou d'autres formats plus anecdotiques. Voilà, donc maintenant qu'on a bien en tête les données qui ont été utilisées, on va voir justement quels processus ont été mis en œuvre pour créer ce que l'on appelle le data pipeline, c'est-à-dire tout le workflow en fait, de traitement successif de l'information, ce qui va nous permettre derrière d'avoir quelque chose de vraiment exploitable. Il faut savoir que cette présentation, je l'avais donnée la première fois à des journalistes, donc voilà, il fallait que je les abreuve un petit peu d'informations généralistes, donc je ne vais pas vous faire l'offense de vous donner une définition du big data. On va passer directement à la chaîne de traitement de l'information. Je pense que ça va beaucoup plus vous intéresser. Alors voilà, en fait, on commence, comme vous l'avez vu, avec des documents bruts, essentiellement à base de texte. De ces documents, en fait, on va aller chercher à extraire deux types d'informations. Bien évidemment, le contenu, c'est-à-dire le contenu des contrats, le contenu des mails, mais aussi une information qui est extrêmement intéressante pour tout ce qui est classification des données, qui sont les métadonnées. Quel est l'auteur du document, quel est l'émetteur d'un mail, quel est le récepteur, à quelle date a-t-il été envoyé, etc., etc. Une fois que ces deux informations auront été extraites et nettoyées, on va aller les intégrer dans une base de données où on va le voir plusieurs types de bases de données différentes pour les centraliser, avoir un point d'accès central, ce qui va permettre derrière de pouvoir y greffer des outils ou des technologies qui faciliteront pour les journalistes la recherche, la découverte et ainsi les aider dans leurs différentes investigations. Donc voilà les différentes étapes, acquisition des documents, classification, nettoyage, intégration, exploitation. On retrouve là en fait quelque part le processus classique d'un data pipeline. On va commencer par l'acquisition de données, et à partir de maintenant, je vais vous évoquer différentes technologies issues de l'écosystème Big Data. Donc sans vouloir faire une liste à la Prévert, le but c'est de pouvoir mettre des noms et des usages en fait, sur telle ou telle technologie. Voilà, première étape, comme on a essentiellement du document texte et souvent sous forme de scan, il faut passer par un processus de reconnaissance de caractère. Et pour cela, il y a deux technologies qui ont été utilisées. Une première qui s'appelle Nuix, une deuxième qui s'appelle Tesseract, alors qui a en plus la particularité d'être un moteur open source, donc vous pouvez vous-même l'utiliser. Il fonctionne très très bien et est assez puissant. Et le challenge, c'était qu'on avait 3 millions de documents à scanner. Quand je dis documents, c'est 3 millions de pages en fait, parce qu'un contrat peut avoir plusieurs pages. On a estimé que le temps de scan d'un document, enfin d'une page, c'est à peu près 10 secondes, voilà, ce qui n'est pas surprenant. Donc on se dit, bon, 3 millions fois 10 secondes, 1 an. Bon, à l'échelle d'une enquête, surtout qu'on est juste au début du processus d'intégration des données, ça peut paraître extrêmement long. Fort heureusement, et c'est ça aussi qui a permis de démocratiser tout ce qui est l'usage du big data, le cloud computing va nous apporter la possibilité d'aller allouer des serveurs très très rapidement, à un prix qui reste somme toute modeste, et puis de s'en débarrasser une fois qu'on n'en aura plus besoin. Et c'est ce qui a été fait dans ce cas-là, c'est qu'il y a entre 30 et 40 serveurs qui ont été provisionnés, alors là en l'occurrence sur Amazon, et du coup, si on prend notre année divisée par 35 serveurs, ça ne nous fait plus qu'une semaine et demie de sérialisation. Et là, ça devient extrêmement intéressant, parce qu'on revient sur une échelle de temps qui, pour le coup, est tout à fait compatible avec ce type d'enquête. En plus, comme il s'agit de documents dactylographiés,
donc avec une police de caractère, le taux de reconnaissance est extrêmement important. On est sur 99%, donc autant dire quasiment du 100%. C'est vrai que ça n'aurait pas été pareil si on avait été avec des contrats rédigés à la plume et à l'encre. Bon, fort heureusement, Mossack Fonseca était quand même, somme toute, assez moderne sur certains de leurs usages. Et là, ça doit être... Voilà, c'est ça. Merci Colin. Donc voilà, première étape, réalisée avec succès, on a réussi, par reconnaissance de caractère, à aller récupérer le contenu de documents. Deuxième étape aussi, dans le processus d'acquisition de l'information, si vous vous souvenez, on est allé chercher des données sur le site du Luxembourg, pour le registre du commerce, mais aussi sur société.com et verif.com. Alors autant pour la partie ici du Luxembourg, ce sont des données en open data, donc dans un format structuré. Voilà, on les récupère en l'état, et il y a juste à passer par un format pivot, et on les intègre assez facilement dans notre entrepôt. Par contre, société.com et verif.com, eux, n'ont pas de données disponibles au format open data. Parce que derrière, ils ont un certain business, donc on a certaines informations qu'on peut aller voir manuellement. Donc là, on a fait appel à une technique de data scrapping qui consiste en fait à écrire un programme et avec certaines librairies, à aller automatiquement faire en sorte qu'un programme se comporte comme un être humain, va aller naviguer sur la page et à chaque fois va aller parser la page pour aller rechercher, parce que généralement le format d'une page est toujours le même, à tel endroit le code TVA intracommunautaire, à tel endroit le numéro de sirène, à tel endroit le nom du dirigeant, etc. etc. Ça a été fait en Python. Pourquoi? Parce que typiquement, c'est un langage qui est très adapté à ce type de travail. En plus, c'est du script qui est poubellisable, donc voilà, on n'a pas à capitaliser là-dessus par la suite. Et puis, il existe beaucoup de librairies qui permettent de faire du web scrapping. Moi, j'en ai deux en tête qui sont Scrappy, ou il y a Beautiful Soup. Je sais qu'il y a Selenium aussi, qui est une technologie qui permet de se comporter comme un navigateur, mais qui est plus utilisée dans le domaine du test. Enfin voilà, c'est pas ça qui manque, ce ne sont pas les choses qui manquent pour pouvoir travailler là-dessus. Cette partie-là aussi a été réglée. Maintenant, on a des données qui sont des données brutes, sous forme de texte. Il va falloir les classifier. Parce qu'avec la quantité de documents qu'on a à notre disposition, on ne va pas pouvoir en faire grand-chose. On peut les injecter tels quels et puis utiliser un moteur de recherche, mais ça ne va pas être très pertinent. Et pour ce faire, il y a une technologie qui est super intéressante, qui s'appelle Apashtika, et qui permet d'une part de faire de la détection automatique de documents, et d'aller en extraire, si je puis dire, la subscientifique moelle, et même aller jusqu'à la génération automatique de métadonnées. Parce que les métadonnées, généralement, c'est plus un travail de qualification manuel, alors sauf pour ce qui est format mail, format Word, mais il est capable d'aller compléter les métadonnées manquantes en automatique, donc de reconnaître les types de documents. Donc voilà, Apashtika va juste aller chercher dans un repository l'ensemble des documents, et puis il saura automatiquement vers quel connecteur le diriger. Il va même jusqu'à être capable d'identifier la langue du document, ce qui peut s'avérer très pratique par derrière si on veut inclure ensuite un processus de traduction de ces documents pour mettre tous les documents au même niveau de langage, par exemple la langue anglaise. Donc Apashtika, très pratique pour ça, qui a été piloté par un utilitaire qui avait été développé précédemment par l'ICIG. Voilà, ça je vais passer cette partie ici parce ça a déjà été évoqué pendant toute la matinée, mais je vous avais donné quelques exemples qui permettent la classification de documents et les processus plus liés à l'analyse textuelle et au text mining. D'autant plus que Colin, qui est à côté de moi, a commis quelques articles sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, je pense que la présentation sera mise en ligne de toute façon à un moment ou à un autre, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les liens. Donc il y a eu des articles avec R sur DataBZH, on a eu d'autres toujours avec R sur Thinker, et puis puisqu'on est entre nous, entre Bretons, sur Rennes, il y a une personne qui s'appelle Rémi Bois qui est doctorant en fait en traitement naturel du langage, et qui pendant la campagne présidentielle s'est amusé en fait à produire plusieurs articles de blog sur l'analyse textuelle et l'analyse sémantique des discours. Donc, il a fait un blog qui s'appelle NL Politics. Je vous invite aussi à aller le voir. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Voilà, donc nous avons maintenant nos données qui ont été intégrées, qui ont été classifiées. Malgré tout, ces données ne sont pas encore directement exploitables parce qu'elles peuvent manquer d'homogénéité notamment. Il y a un outil pour ça qui a été utilisé, qui s'appelle OpenRefine, qui est issu des Google Labs, alors qui reprend un principe que l'on retrouve maintenant à peu près dans tous les outils de data wrangling, comme Trifacta Wrangler,
comme aussi Data Science Studio de Dataiku, pour plus nommer des Français, et qui permet en fait par des techniques soit statistiques, soit un petit peu de machine learning, d'aller regrouper des termes qui ne sont pas orthographiés exactement de la même façon. Je vous ai donné un exemple ici, vous avez une colonne avec parfois France, parfois FR, parfois FRA. Bon, il va détecter que tout ça, ça appartient à la même catégorie, il va vous proposer d'uniformiser cette colonne avec France. Ça peut être la même chose avec les dates, ça peut être la même chose avec des mails, par exemple. Donc c'est un outil qui était extrêmement intéressant pour très très rapidement aller harmoniser ces données, et ça propose aussi des regroupements automatiques le cas échéant. Maintenant que nos données sont propres, c'est pas tout ça, mais il faut aller les intégrer dans une ou plusieurs bases de données. Et pour ça, c'est un outil assez connu du marché qui a été utilisé, qui s'appelle Talend, qui est qu'on pourrait appeler un outil d'ETL, et qui permet d'aller alimenter les bases de données. Alors, je dis des bases de données, il a surtout été utilisé pour alimenter une base de données qu'on va juste découvrir après, qui s'appelle Neo4j. Voilà, on en arrive maintenant au stockage. Comme je vous le disais, plusieurs formats et plusieurs technologies de stockage. La première, Apache Solar, qui est un moteur de recherche. Probablement que vous avez plus souvent entendu parler d'Elasticsearch, qui est beaucoup plus connu. Il faut savoir que Apache Solar et Elasticsearch, en fait, s'appuient sur les mêmes librairies qui s'appellent Apache Lucene pour implémenter toutes leurs techniques de recherche. Pourquoi on a choisi, je dis on comme si j'y étais, mais excusez-moi, j'y ai passé tellement de temps que... Non. Pourquoi Apache Solar a été choisi? Parce que justement, le fait d'avoir un moteur de recherche pour taper des requêtes un peu en langage naturel, c'est quelque chose de beaucoup plus pratique. On imagine difficilement un journaliste de saisir ou taper des requêtes SQL. Bon, peut-être qu'il y en a, mais je ne pense pas que ça soit leur cœur de métier. Une autre technologie qui a été utilisée, c'est Redis. Redis, c'est un moteur de base de données en mémoire de type clé-valeur. Donc on est là encore dans du NoSQL, Not Only SQL. Là, ça a plus été utilisé, je dirais, pour pouvoir garantir la réactivité, la rapidité des solutions qui ont été mises en place par la suite. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'attendre 3 jours à chaque fois que l'on envoie une requête. Et puis voilà, le dernier stockage qui a vraiment été central sur cette affaire, c'est une base de données orientée graph. Je ne vais pas y revenir non plus, puisque que ça soit Adrien, Emmanuel, Christophe, tous en ont à peu près parlé, comme quoi c'est quelque chose qui devient de plus en plus au goût du jour. Voilà, il n'y a pas que Neo4j, c'est néanmoins la plus connue, c'est celle qui a été choisie pour les Panama Papers. Donc voilà, j'avais prévu, lorsque j'avais présenté ça à des journalistes, de leur expliquer ce que c'était l'avantage des bases de données orientées graph. On va passer très rapidement là-dessus. C'est vrai qu'un des avantages, c'est que ça permet d'avoir une représentation extrêmement réaliste de notre problématique. Et ce que proposent notamment ces moteurs, c'est de pouvoir effectuer très simplement et dans un temps très très bref des requêtes multiniveaux. Donc c'est extrêmement utilisé, que ce soit par exemple pour le marketing et aussi pour la détection de fraude. Enfin, c'est intéressant parce qu'on est justement sur ce type de problématique ici. Le modèle de données graph pour les Panama Papers, il n'a pas été si compliqué que ça en fait. On peut s'imaginer quelque chose avec des nœuds, des arcs dans tous les sens. Mais en fait, la problématique, quelle est-elle? Il s'agit en fait de personnes, d'individus qui ont des sociétés offshore, en leur nom ou via un prête-nom, qui ont établi des contrats, qui sont passés par un agent. Bon, voilà. En gros, il y a très très peu d'acteurs. Par contre, la complexité vient du fait que, quelquefois, il faut passer par plusieurs étapes pour arriver du bénéficiaire final à la personne qui est propriétaire à l'origine. C'est ça qui fait toute la complexité pour l'administration fiscale d'aller détecter ce type de fraude. Et c'est là où, justement, les bases de données graph apportent vraiment un plus. Voilà, maintenant, on va arriver plus sur la partie qui va être visible pour les usagers, à savoir les journalistes. Parce qu'il faut bien qu'on leur mette à disposition une interface qui soit la plus plaisante possible, justement, pour aller effectuer leurs recherches. La première d'entre elles, donc c'est un frontal pour Solar, donc pour le moteur de recherche, qui s'appelle Blacklight. Toutes ces technologies-là sont open source, mis à part Neo4j, au passage. Voilà, c'est un frontal qui est vraiment dédié à Neo4j, à Apache Solar, et qui du coup permet de s'appuyer sur pas mal de ces possibilités.
notamment, et j'y reviendrai juste après, sur la capacité à effectuer des recherches par expression régulière, ce qui va s'avérer aussi extrêmement puissant et intéressant. Ça permet donc notamment aussi de faire de la recherche pour facettes. Je pense que vous êtes tous familiers avec le concept. J'en avais donné aussi un exemple ici avec le site de Open Data de Rennes Métropole. Voilà, ce qui permet de donner un assistant et de qualifier la donnée résultat qui apparaît et du coup d'utiliser les critères des facettes comme des critères de recherche dans le cadre d'un processus de recherche itératif. Un autre outil, alors cette fois-ci, on parle vraiment d'un outil complet et pas d'un bout de technologie qui a été greffé sur un site. C'est un outil qui s'appelle Linkurious, d'une start-up française, alors qui a énormément pris la lumière avec cette affaire, et qui en fait met à disposition vraiment tout un client pour permettre l'exploration des données orientées graphes. Donc c'est un client qui est extrêmement puissant, très visuel. Voilà, j'en avais mis quelques captures d'écran ici, mais je ne vais pas vous faire l'article. Par contre, je vous invite vivement à aller sur le site de Linkurious parce qu'il y a un lien, je crois, / démonstration, qui vous permet en ligne de tester l'outil avec un petit jeu d'essai standard pour vous rendre compte en fait de ce que permet cet outil. Alors, avec un petit peu d'apprentissage, parce que c'est un outil qui est très puissant, mais qui nécessite aussi un petit peu de formation. Mais pour le coup, le jeu en vaut vraiment la chandelle une fois qu'il est maîtrisé. Et puis je dirais pour des usages un petit peu plus simples, mis à disposition d'un site web par exemple, une librairie qui s'appelle Popoto.js, alors j'en vois qui sourit par rapport peut-être au nom un petit peu drôle de la techno, mais c'est une techno très sérieuse parce que ça permet de proposer une interface pour de la recherche orientée graphe, et c'est notamment celle qui a été utilisée sur le site de l'ICIGE, parce que progressivement l'ICIGE est en train de mettre à disposition, de donner un accès en fait à toutes les données des Panama Papers. Donc vous pouvez mettre le costume de journaliste en herbe et puis vous-même aller faire vos propres recherches via cette interface. Pareil, vous allez sur le site de l'ICIGE, vous verrez, c'est extrêmement intuitif et puis ça permet mieux visuellement de se rendre compte de ce qui a été mis en place. Voilà par rapport à l'ensemble de cette chaîne de traitement. Je vais faire un petit slide pour la résumer. Donc, première étape, on avait à notre disposition des documents ou de l'information brute. On est passé par de la reconnaissance de caractères avec Nuix ou Tesseract, un petit peu de data scrapping, de web scrapping avec Python. Ensuite, détection des documents, des types de documents et récupération de son contenu et des métadonnées avec Apache Tika. Un peu d'harmonisation et de nettoyage des données avec OpenRefine. Intégration dans les bases de données avec un ETL, ici Talend. Espace d'accueil, soit Apache Solr pour la partie moteur de recherche, soit Redis pour la partie stockage mémoire, soit Neo4j pour la partie stockage orienté graphe. Et puis bien entendu, la dernière étape, le numéro 5, la plus importante si je puis dire, celle qui va permettre de proposer une interface de restitution et d'investigation pour les journalistes. Voilà, maintenant qu'on a bien en tête toutes les technologies qui ont été, et les moyens qui ont été mis en œuvre, comment ces technos ont-elles été utilisées? Et voilà, quelles méthodologies ont été utilisées par les journalistes? C'est vrai qu'à la base, il y avait une telle quantité d'informations qu'on se demande souvent par où commencer. Quelle recherche je vais effectuer? Au-delà d'une simple recherche, tiens, je vais aller chercher le président de la République, ou je vais aller chercher le Premier ministre. Bon. Donc ce qu'ont fait les journalistes, c'est qu'ils ont commencé à constituer des listes. Bien entendu, les plus évidentes, et ça propre à chaque pays, des listes de chefs d'État, de politiques à responsabilité, donc des parlementaires, des sénateurs, des ministres. Ça peut être aussi des criminels internationaux, des athlètes professionnels. J'aurais presque pu mettre des footballeurs professionnels parce que c'est plus là où on gagne de l'argent. Et puis aussi les listes qui sont publiques. Dans le Challenge, chaque année, vous avez le top 500 des fortunes françaises. Vous avez la même chose au niveau international avec Forbes. Voilà, c'est un moyen très simple de se constituer des listes de départ. Et puis, une fois qu'on a ces listes, on va pouvoir effectuer des recherches. On ne s'arrête pas nécessairement à ces listes. On se dit aussi que parfois, surtout lorsqu'il s'agit d'activités un petit peu illégales, on passe plutôt par des prête-noms. Et ça peut être, on l'a vu dans des affaires précédentes, que souvent l'épouse a un rôle, ou l'époux, a un rôle assez prédominant dans ce type d'affaires. Voilà, on pourrait appeler ça des prête-noms aussi. Donc, il y a les listes des conjoints qui ont été rajoutées, des seconds couteaux aussi, là je pense plus aux partis politiques, des personnes qu'on ne voit pas forcément sur BFM TV tous les soirs, mais qui sont plus derrière les petites mains, voilà, le comptable,
le financier, voilà, qui sont plutôt les personnes qui se mouillent dans ce type d'affaires. Donc ces noms-là aussi ont été intégrés. Et puis bien entendu, une fois qu'on a tous les noms, on s'arrange pour récupérer les numéros de passeport. Pourquoi les numéros de passeport? Parce que justement, on les a eus sous forme d'images et qu'on a scanné tout ça. Et puis derrière tout ça, on a un processus classique de recherche itérative. Alors, ces recherches itératives, elles se font selon deux principes essentiellement. Soit le mode qu'on appelle batch search, c'est-à-dire on a une grosse liste, on passe ça dans une moulinette qui va tourner pendant quelques heures, et puis le lendemain, on récupère une nouvelle liste avec le contenu de notre recherche, et puis à partir de cette nouvelle liste, on va effectuer un filtre, et ainsi de suite. Soit on profite directement des frontaux qui ont été mis à notre disposition, et notamment du moteur de recherche, pour effectuer des recherches en direct. Et c'est là où une technologie comme Apache Solar est très intéressante, puisque de la même façon que lorsque l'on est sur, allez, je vais tous les nommer pour ne pas faire de jaloux, Quant, Bing, Google, DuckDuckGo, etc., etc., vous pouvez faire des recherches combinées. Par exemple, je veux récupérer toutes les informations des présidents ou des ministres français. Ça, c'est extrêmement simple, mais bien entendu, on peut aller beaucoup plus loin dans l'expression de ces requêtes. Et puis, tous ces moteurs-là intègrent nativement aussi de la recherche approximative. C'est-à-dire que si vous effectuez une erreur de syntaxe, soit dans les termes que vous recherchez, soit dans les termes cherchés, c'est-à-dire dans les termes qui sont stockés dans les documents, il va quand même vous les trouver avec un indice de confiance. Voilà, par exemple, je vous ai mis un exemple, Jean Dupont, il va trouver Jean Dupont, enfin Dupont-Jean avec un D cette fois-ci, ou alors Jean-Édouard Michel Dupont, etc., etc. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Il y a un autre type de recherche qui est assez chouette aussi, c'est les recherches par expression régulière. Alors une expression régulière, très rapidement, en fait, ça permet de définir la structure, la structure d'un élément. Ici, j'ai pris un IBAN, c'est pas par hasard, parce que souvent ça figure soit sous les contrats en plus du numéro de passeport. Et donc, plutôt que de dire « je recherche l'IBAN de la Banque de France », hop, je ne l'ai pas trouvé, je vais essayer maintenant avec l'IBAN de la BNP, etc., etc. Ça va être un processus extrêmement fastidieux, extrêmement long. Alors que si on a comme type possibilité de recherche, je veux tous les documents qui contiennent un IBAN ou qui contiennent un numéro de passeport, là ça va devenir beaucoup plus intéressant. Et Apache Solar permet justement cette recherche par expression régulière. Donc voilà, le lien est fait, et du coup, c'est comme ça que de fil en aiguille, on va pouvoir passer d'un numéro de passeport à un compte IBAN, au nom d'une personne, à une première société écran, à une seconde, et ainsi de suite. Voilà, autrement, pour ce qui est plus de la méthode d'investigation, mais propre au métier des journalistes, bien entendu, là je vous expose en fait toutes les techniques, toutes les technologies qui sont mises à disposition. Les bonnes vieilles recettes utilisées par les journalistes qui commencent souvent par décrocher le numéro de téléphone, enfin décrocher son téléphone pour aller questionner la personne, s'avèrent des fois assez intéressantes. Ce que racontait, pour vous citer une anecdote, c'est un journaliste, c'est que des fois en appelant une personne, tiens, mais est-ce qu'il est vrai que vous avez une société écran, il disait, ah non, c'est pas du tout moi, il faut que vous vous adressiez à telle personne. Voilà, donc le lien qui manquait au niveau de la base de données graph, on l'avait parce que j'ai appelé social engineering, mais qui est juste le fait d'aller un petit peu gratter et puis de se confronter directement à la personne. Et il y a une autre méthode aussi qui a été mise en place au niveau de l'ICIJ, c'est la vérification croisée. À savoir qu'une information, pour être considérée comme valide, devait être vérifiée par plusieurs personnes. Ça permet de se prémunir contre les fausses informations ou un article qui va être un petit peu bidon et puis qui du coup va faire perdre en crédibilité l'ensemble des affaires qui vont sortir. Et puis, vous devez commencer à comprendre, il y a énormément d'informations, énormément d'outils. Il est extrêmement difficile de se tenir informé de tout ce qui se passe. Donc ici, j'ai aussi produit un travail, je dirais, de production de notes de synthèse qui permettait au moins un minima pour chaque journaliste de savoir, tiens, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi qui a été trouvé, il y a ça qui a été trouvé. Donc voilà, parce que à partir d'un moment, et ça se comprend assez facilement, chaque journaliste va plutôt effectuer des enquêtes par rapport au sujet qui l'intéresse et plutôt par rapport à son pays.
Justement, au niveau de l'organisation, comme je vous l'indiquais en début de présentation, hein, ça représente 100 organismes de presse, donc 370 journalistes, 80 pays. C'est 12 mois d'investigation, entre le moment où il y a eu la fuite des données et puis voilà, les premiers articles qui sont sortis. Et ça continue toujours, hein, d'ailleurs. Hein, voilà, ça n'a pas fait le buzz juste pendant une semaine. Voilà. Au niveau de l'ICIJ, l'ICIJ en soi, c'est plus une structure de coordination et qui donne des bonnes pratiques, et puis qui a mis en place l'infrastructure qu'on vient de voir ensemble. Donc, c'est juste 12 personnes, dont la moitié sur la partie plus, on va dire, technique, R&D et données. Et puis la langue d'échange, c'est soit l'anglais, soit l'espagnol. Voilà, il fallait bien se coordonner, notamment lorsque les journalistes étaient amenés à, par exemple, il est arrivé qu'un journaliste français ait besoin d'aller contacter un collègue en Amérique du Sud, parce que une des sociétés écrans faisait passer par justement tel pays d'Amérique du Sud, pour revenir après en Europe et puis pour repartir aux États-Unis, par exemple. Donc le fait d'avoir un langage commun est assez voilà, essentiel. Voilà, une petite carte qui permet de voir où sont essentiellement localisés les différents journalistes. Voilà, 12 mois d'enquête, ça signifie que pendant ces 12 mois, c'est motus et bouche cousue au sein des rédactions. Ce qui n'a pas été sans difficulté, même humainement pour les journalistes, en tout cas dans ce qu'ils disaient, mentir à ses collègues de travail pendant 12 mois, quand on vous demande « tiens, sur quoi vous bossez ?» Bon, c'est pas évident. Donc, en plus de cet aspect, je dirais, humain, il a fallu mettre en place voilà, des mécanismes de protection beaucoup plus techniques, et là, ça passe par un chiffrement à tous les niveaux. Donc, chiffrement du poste de travail, de l'ordinateur, chiffrement des mails, messagerie instantanée aussi sécurisée, authentification multifacteur, ça, si on se fait voler son mot de passe, au moins on a toujours son téléphone pour pouvoir s'authentifier. Et puis en plus de ça, il y a un forum un mix entre forum et réseau social Facebook qui a été mis en place, qui s'appelle Global AI Hub, et qui permettait justement aux différents enquêteurs de s'y connecter, et puis un peu comme sur votre réseau social préféré, de dire ah, j'ai trouvé un truc là-dessus, ou tiens, en ce moment, je suis en train d'enquêter sur telle société. Si vous avez des informations, pourquoi pas, moi je suis preneur. Donc voilà, ce qui permettait d'accentuer le caractère collaboratif de ce traitement de l'information. En France, Le Monde notamment est membre de l'ICIJ. Ils ont quand même alloué 12 personnes, dont la moitié à temps complet. Hein, donc c'est voilà, un gros effort, un gros investissement aussi sur cette affaire. Voilà, et si, pour conclure, s'il y avait une chose à retenir, c'est que d'une part, dès qu'on parle de données massives, de suite, il faut faire appel à des technologies qui sont dédiées, c'est-à-dire les technologies traditionnelles telles qu'on a pu le connaître sous forme de base de données relationnelles, souvent ne sont pas adaptées. Donc, on en a évoqué quelques-unes, mais il y en a encore d'autres, hein, tout ça dépend de la problématique. C'est vrai que l'avènement du cloud computing est un gros soulagement par rapport à ça, parce qu'avant il fallait acheter ses propres serveurs, voilà, il fallait les provisionner, il fallait les installer. Maintenant il y a de plus en plus d'opérateurs de cloud, que ce soit Microsoft ou Amazon par exemple, pour ne citer que, qui proposent même le provisioning de solutions complètement managées, à savoir que vous n'avez même pas besoin de savoir comment installer un serveur Apache Spark par exemple. Ça se fait tout seul pour vous, donc vous pouvez vraiment vous focaliser sur votre cœur de métier. Et puis, quand on est confronté à une information de ce niveau de complexité, mais là on a le cas d'une enquête journalistique, mais on aurait pu faire quasiment la même présentation avec un cas d'entreprise plus classique, il faut travailler en mode collaboratif et surtout savoir mettre en place une équipe qui soit dédiée et qui soit pluridisciplinaire. S'agissant des Panama Papers, il fallait bien entendu plus des personnes de la technique pour pouvoir écrire quelques scripts, quelques requêtes. Il faut des personnes aussi qui s'y connaissent un petit peu en droit et en finance internationale pour être sûr que tel ou tel phénomène pointé est illégal ou ne l'est pas. Un petit peu de statistiques, ça peut toujours aider. Du journalisme ici, puisque ce sont les personnes du métier. Voilà, c'est vraiment ce triptyque-là, généralement, qui est data scientist, personne plus du développement, ce qu'on appelle plus un data engineer, et puis personne du métier, qui forment vraiment, selon moi, la Dream Team sur ce type de projet.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis maintenant, on peut passer aux questions-réponses. Merci. Et puis, sachant que si vous êtes trop timide pour les poser maintenant, moi, je serais très heureux d'échanger avec vous pendant la pause déjeuner ou même après. Je suis là toute la journée, de toute façon. Merci Michel pour ce superbe travail. On aurait cru que c'était toi qui l'as fait. Hein. Ah non, moi j'ai juste fait que collecter l'information. C'est terrible. Par contre, j'ai une petite question en forme de remarque amusante, c'est que quand même au départ tu nous dis les États-Unis sont peu impliqués dans ce qu'on a trouvé. Et puis après, à la fin, on s'aperçoit que alors c'est Google Authenticator qui fait l'authentification, PGP qui fait le cryptage. En fait, il n'y a pas un seul produit de sécurité informatique qui n'est pas américain. Ils sont pour la plupart open source, par contre. Donc avec des comptes de multiples contributeurs. Alors sauf pour Google Authenticator. Le choix de Google Authenticator. C'est vrai que le choix de Google Authenticator, qui est la seule techno, on va dire, propriétaire, c'est justifié par le fait qu'il fallait quelque chose d'assez qui tournait sur pas mal de plateformes, notamment pour les journalistes africains, qui n'ont pas le dernier smartphone iPhone 10 à leur disposition, et donc pour lesquels il faut des technos d'authentification multifacteur qui tournent avec des petits téléphones. Je me doute qu'il n'y a pas eu de corrélation d'étude de la corrélation entre les résultats et ça. Comme il n'y a pas... sachant que la défense est équipée par Microsoft, on ne s'étonne plus de rien non plus. Merci. C'est vrai. Oui, j'ai une question sur l'actualité en fait, parce que donc tu disais que ça n'a pas fait seulement le buzz une semaine. Mais je trouve que ça fait quand même longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Donc je voulais savoir quelle était un peu l'actualité des révélations, s'il y avait des... par quel biais ça tournait, sur quelle direction ça prenait, etc. On en parle moins. Alors là, je vais reprendre ma casquette de passionné de tout ce qui est investigation journalistique. On n'en parle pas trop en France en ce moment parce que le processus judiciaire est extrêmement long. Par contre, il y a déjà des politiques qui sont tombés en Inde, mais sévèrement, et pas quelques parlementaires, hein, des ministres. Voilà, et je crois qu'en Amérique du Sud aussi, il y a eu certains impacts. Il y a eu aussi un impact un peu plus malheureux en début de semaine, c'est que une blogueuse sur l'île de Malte a été victime d'un attentat puisqu'elle est morte dans sa voiture qui a été piégée. Il faut savoir qu'elle était extrêmement vindicative sur son blog à l'encontre des politiques maltais et que son fils faisait partie de l'équipe des Panama Papers. Voilà, bon, après, c'est peut-être, elle avait peut-être d'autres problèmes avec d'autres personnes, mais alors ça, c'est plus pour l'actualité pour dire que derrière, c'est un sujet qui est pris extrêmement au sérieux. Il y a beaucoup d'enquêtes en cours et beaucoup de choses. Et puis je dirais aussi, d'une part, donc il y a les sanctions, il y a aussi des usages qui sont en train de changer et des lois qui sont en train d'être votées. Notamment, il y a des choses en débat au niveau de la responsabilité sociétale des entreprises, justement, qui ont lieu en ce moment au Parlement européen, pour justement il y ait un comportement, je dirais, proactif, beaucoup plus éthique à ce niveau-là. Donc un impact subtil mais certain. Ça, seul le temps nous le dira. Merci pour cette présentation. Ils ont société.com et Veriff.com ont pris ça comment de se faire scraper? Excellente question. Je ne sais pas. Mais j'imagine que vu la publicité que ça a dû leur faire derrière, enfin quoi que je ne sais pas si ils ont vraiment été mentionnés par la suite. Bon, c'est plutôt sympa pour eux. C'est vrai qu'il y a toujours il y a un gros flou juridique en France s'agissant du scrapping. Voilà, certains disent qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Je sais qu'il y a certains éléments de cas de jurisprudence plus aux États-Unis, notamment par rapport à la réutilisation de données publiques de LinkedIn. En France, voilà, c'est le flou. Ce qu'on a l'habitude de dire, et encore, c'est à prendre avec des pincettes.
c'est que on peut scraper si c'est pour un usage personnel. Par contre, si c'est pour une remise à disposition sur le public, quelque part, on s'approprie le fruit du travail d'une entreprise, et là, ça devient interdit. Bon, là c'est une bonne question. Faudrait la poser directement à l'ICIJ, pour voir comment ils ont réagi. On finit la journée avec Annie Blandin, qui est spécialiste en droit du numérique, donc on pourra lui reposer la question. Ah tout à fait, ouais. Juste rapide. À ce sujet, Infogreffe, pourquoi vous avez... Normalement, c'est Infogreffe le référent registre de commerce. Oui, mais Infogreffe ne publie en fait déjà pas toutes les informations, parce que les entreprises ne sont pas toutes obligées d'aller s'inscrire sur les greffes. Des entreprises comme Auchan, par exemple, ne le font pas, préfèrent payer l'amende chaque année. En plus, elle n'est pas très chère, je crois que c'est quelques milliers d'euros, donc ça incite pas forcément à la transparence. Donc voilà, les informations sont très éparses là-dessus. Généralement, elles ne sont pas toujours actuelles. Si vous allez sur data.infogreffe.fr, vous allez voir, vous avez les 3 dernières années en ligne, mais puis ça reste une information uniquement issue d'alias fiscal, donc de ce qui a été déclaré. Là, en l'occurrence, on est plus sur quelque chose, pas forcément déclaré. J'ai convaincu que Société faisait rien de moins qu'aspirer à Infogreffe. C'est effectivement ce qu'ils font, et d'ailleurs la mise en open data progressive des données d'Infogreffe je pense d'ailleurs qu'ils sont beaucoup plus inquiets par rapport à ça qu'à se faire scraper leurs données. C'était peut-être plus délicat pour les C'était peut-être plus délicat. Alors c'est vrai que sur société.com, en plus, on a l'organigramme. Donc du coup, ça permet d'avoir les fondateurs, les cofondateurs. Là où sur la partie Infogreffe, on a uniquement l'information issue de l'alias fiscal. Donc voilà, c'est un petit peu plus particulière, quoi. Pas d'autres questions? Bon. Merci Michel. Merci à vous.